Bonjour à notre communauté FEA. Aujourd'hui, je suis avec notre ambassadeur Gabriel Dasté. Gabriel, qui avons-nous avec nous aujourd'hui? Oui, merci ma chère Evelyne. Donc aujourd'hui, on a nul autre que Marianne Veilleux. Marianne qui a fait plus de 1500 à 3000 compétitions académiques, qui a fait son bac et sa maîtrise au HEC, qui a été dans le CEO organisateur des Jeux du commerce en 2020 et j'en passe. Donc merci beaucoup Marianne d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir reçu vraiment. Marianne, tu as fait 1001 compétitions. Parle-nous un peu de ce que ça t'a apporté. En fait, là, les compétitions, ça a arrivé dans mon parcours à ma troisième année de bac. Ça a tout changé dans mon parcours à HEC, honnêtement, parce qu'à ma première année, je m'étais pas vraiment impliquée. En fait, j'avais essayé de nombreuses fois et j'avais pas été pris dans les comités et tout ça. Puis en troisième année, René Gendreau, qui était le coach principal de toutes les compés à HEC, m'avait sélectionné pour les Jeux du commerce en marketing. Puis pour moi, c'est là que tout a changé. Ça m'a ouvert au monde de la consultation et à tout ça. Donc, j'ai fait les Jeux du commerce. Après, j'ai fait le happening marketing en stratégie. J'ai fait la compétition Ted Rogers à Toronto sur l'éthique. Puis, j'ai fait une compétition à Rotterdam sur le développement durable. Donc, ça a été quand même une année très occupée, mais ça a donné toute la valeur ajoutée possible là, à mon parcours. Ça a été vraiment complémentaire à tous les cours, mais ça vient bonifier parce que c'est toute la mise en application de tout ce que tu vois dans tes cours. Mais là, c'est à toi de faire comme une synthèse de tout ce que tu as appris, puis de l'appliquer dans tes compétitions. Donc, ça a été vraiment super enrichissant. Puis, s'il y a un point là, que je veux partager, c'est que les compétitions, c'est une ressource qui est accessible à tout le monde. Puis moi, souvent, j'entendais, c'est Ah, tu sais, c'est le fun, t'as été pris, tu sais, ça veut dire que t'es bonne. Moi, j'ai pas appliqué, là, je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait. Mais souvent, c'est de pas se donner la chance. Tu sais, ça empêche tellement au développement personnel parce que oui, tu es choisi pour les compétitions parce que soit tu as les notes ou tu es bon ou tu t'impliques beaucoup pour différentes raisons, mais c'est pas parce que tu es déjà la parfaite version de toi-même. C'est tu es choisi parce que René, JF, Anne Bourris, n'importe qui de tes coachs voit une capacité d'apprentissage en toi, puis voit qu'ils sont capables de te former, puis de te coacher, puis de donner toutes les ressources disponibles pour atteindre un nouveau niveau. Puis en ce qui concerne ta maîtrise en marketing, en expérience d'utilisateur ou UX, est-ce que tu peux nous parler, ben, c'est clair qu'une maîtrise, c'est pas mal de travail, c'est de la persévérance, c'est de la résilience scolaire, académique qu'on apprend. Est-ce que tu peux nous faire partager qu'est-ce que tu as appris à travers ce diplôme? Est-ce que tu as eu des trucs que tu aimerais partager à l'auditoire? Comment? Oui, ben en fait, ma maîtrise en expérience utilisateur au Tech 3 Lab, ça a été un peu un hasard, si on veut, que je suis tombée là-dedans parce que j'ai commencé ma maîtrise puis je connaissais pas le Tech 3 Lab. En fait, moi, j'ai fait mon bac en marketing, donc j'ai regardé puis c'était la maîtrise en marketing qui m'intéressait le plus pour ce qui est des cours. Mais moi, je voulais absolument faire le parcours mémoire. Je voulais faire le parcours de recherche parce que c'est ça qui m'intéressait. Dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le milieu de la recherche, puis c'était quelque chose que je voulais essayer. Puis ce qui est vraiment intéressant d'un mémoire, c'est encore une fois, ce qui est très semblable avec les compétitions, c'est toute la capacité de synthèse. Le but d'un mémoire ou d'un doctorat ou d'un parcours un peu plus scientifique, c'est de venir croiser plusieurs données différentes, plusieurs études différentes, puis de savoir, OK, qu'est-ce qui s'applique à moi, où se trouve le gap dans la littérature. Là, il y a telle personne qui a parlé de A, autre personne a parlé de C, mais il y a personne qui a parlé de B. Donc là, c'est comment moi, je m'oriente en tout ça pour essayer de venir croiser ces différents éléments. Donc, moi, le parcours mémoire, ce qui m'intéressait, c'était de venir justement synthétiser plein de concepts différents, puis essayer de l'expliquer un peu plus simplement, puis dans un domaine qui s'applique à qu'est-ce que moi je fais. Donc, Marianne, ben, tu nous parles que tu as fait ta maîtrise directement après ton bac. C'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de le faire? Oui, en fait, pour moi, il y a quand même une distinction entre une maîtrise et un MBA. Pour moi, c'était clair qu'un MBA, ça peut être pertinent de partir travailler
puis de revenir faire un MBA parce qu'un MBA, c'est plus pratique, ça te permet de consolider toute ton expérience puis de venir la bonifier à travers ton MBA. Mais la maîtrise, la raison pour laquelle je l'ai fait maintenant, c'est que je savais qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent le retour aux études plus compliqué. C'est moins motivant de retourner derrière les bancs d'école, de faire une recherche, surtout que c'était le parcours mémoire qui m'intéressait. C'est un parcours quand même long. Ça peut être quand même long si tu trouves pas nécessairement ce que tu veux, si tu n'as pas des résultats qui sont concluants. Donc, pour moi, ça a été... Je voulais le faire directement après parce que j'étais pas tannée de l'école. Tu sais, je voulais vraiment compléter mon parcours puis venir chercher les compétences additionnelles. Puis pour mon bac, j'étais comme restée un peu sur ma faim. Tu sais, HEC, c'est 2 ans de tronc commun avec une seule année de spécialisation. Puis moi, j'avais fait beaucoup de stages à ma première année. J'avais fait un stage à ma première année. J'avais fait des compétitions. Donc, j'avais eu comme beaucoup de cours crédités. Donc, j'étais arrivée dans mes cours de spécialisation, puis j'en avais pas eu tant que ça. Puis, j'avais pas l'impression, je me sentais pas en mesure d'aller sur le marché du travail et dire, oui, moi, je suis une spécialiste en marketing, puis j'ai vraiment 100%, j'ai une valeur ajoutée sur le marché du travail. Puis, donc, j'étais encore curieuse. Je trouvais qu'il y avait des éléments, des concepts que je pouvais pousser encore plus loin. En tant que nouvelle diplômée, est-ce que tu as rencontré des obstacles dans ton parcours professionnel? Et si oui, comment tu as été capable de les régler? Oui, en fait, j'ai rencontré dans mon poste de consultation que j'occupe en ce moment, j'ai eu quand même le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est un syndrome assez courant, assez répandu, mais c'est ça. Donc, je me suis sentie un peu comme ça étant donné que je suis une diplômée. Mais le but de la consultation, c'est de venir aider, de venir soutenir des gens dans différents milieux, dans différentes industries, dans leurs organisations et venir d'apporter des solutions, des recommandations. Donc, j'ai eu un syndrome de l'imposteur par rapport à ça, étant donné que j'avais très peu d'expérience concrète et que je venais... Oui, j'ai eu mes formations à l'école, mais j'avais pas occupé d'emploi avant ça. J'avais pas de carrière accomplie derrière la cravate pour dire, oui, voici mes recommandations. Donc, c'est normal de l'avoir en tant que nouveau diplômé parce que je pense que peu importe ce que tu vas faire, tu vas te remettre en question parce que tu as des insécurités, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Puis il faut aussi juste croire en ses compétences. Puis un autre élément qui a été quand même plus challengeant, c'est de passer du statut d'étudiant au statut professionnel. Comme je disais avant, ce qu'on fait à l'école, tout est, si on veut, fictif. Toutes les solutions que tu apportes, les recommandations, tes projets, oui, tu le fais, mais il y a comme un aspect de quand tu es sur le marché du travail, ultimement, il y a quelqu'un derrière qui va vraiment peut-être appliquer ce que tu dis. Donc, c'est un peu tout le temps de te remettre en question. Moi, ça a été plutôt ça, là, de passer un peu du statut de oui, j'apporte des recommandations dans le cadre de compétition à ben non, j'apporte des recommandations à des vrais clients qui vont véritablement considérer qu'est-ce que je dis avant de les appliquer. Donc, ça a été un peu plus par rapport à ça. Puis, c'est aussi un cadre qui est ultimement plus sérieux. Donc, ça a été un apprentissage, mais les collègues sont là pour ça. J'ai eu beaucoup de support là, par rapport à ça sur comment c'est normal de se sentir comme ça, puis c'est important de le normaliser aussi avec ses collègues, là, d'en parler, mais qu'ultimement, on a les ressources, on a les compétences pour, puis on est là pour une raison ultimement. Donc maintenant, on se demandait justement avec Evelyne, est-ce que tu as eu des difficultés pour entrer dans un poste de conseil chez EY, ou pas juste chez EY, mais est-ce que tu as su ou vécu, ou comment as-tu fait pour pallier à ces difficultés que tu aurais pu rencontrer reliées à ton genre? C'est sûr que là, je peux seulement parler de mon expérience, puis veux pas, le milieu du marketing, c'est quand même un milieu qui est plutôt féminin. Si on regarde là, les statistiques quand même de manière générale, c'est des équipes qui sont un peu plus féminines. Puis quand j'ai appliqué pour la consultation, j'ai pas ressenti qu'il y avait quoi que ce soit qui pouvait m'empêcher d'atteindre un poste qui m'intéressait dû à mon genre.
J'ai deux associées très inspirantes, qui sont deux femmes très, très inspirantes, là, Annie Bergeron et Caroline Colongo, qui sont deux associées principales avec qui je travaille. Puis, j'ai jamais senti que, parce que j'étais une femme ou quoi que ce soit, il y avait des limites ou des freins au déploiement de ma carrière. C'est sûr que je peux pas parler pour tous les domaines, mais si on regarde mon parcours, c'est pas nécessairement quelque chose qui a empêché. Ce que je pourrais dire, c'est que pour le milieu de la consultation, c'est pas tant ton sexe ou ton genre que ton profil. Le type de personnalité, ben pas de personnalité, mais d'éléments ou de profils qui font qui tu es, qui sont souvent plus convergents dans le milieu de la consultation. T'sais. Donc, Marianne, as-tu des conseils à me donner pour survivre à nos entrevues, des conseils qui pourraient peut-être nous aider à passer au travers, peut-être même à nous améliorer? Mais ma collègue, justement, Caroline Giroux, Oui. elle m'a donné un super bon conseil avant de commencer chez White. Elle a dit, oublie pas que toutes les entrevues, c'est à double sens. Là. Autant eux, ils veulent t'interviewer pour savoir si toi, tu es un bon fit, mais autant toi, c'est important de garder en tête, est-ce que c'est vraiment pour cette organisation-là que je veux travailler? Puis toujours, les questions à la fin, c'est aussi une occasion pour toi de savoir, de poser tes questions puis de voir s'il y a un fit. Des fois, j'ai l'impression que dans n'importe quel emploi, on oublie un peu que c'est à double sens puis que toi aussi, il faut que tu prennes le temps de savoir est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que ce qu'il me dit, ça rejoint mes valeurs? Puis de ne pas oublier qu'ultimement, toi aussi, tu as le dernier mot à savoir est-ce que ça tente ou pas. Donc, poser des questions à la fin, c'est toujours pertinent pour s'assurer que l'entreprise, ça t'intéresse, ça rejoint tes valeurs, puis ce que tu veux faire. Comme dernière question, Marianne, je te demanderais quel conseil tu donnerais à un ou une jeune étudiant du HEC ou soit au bac à la maîtrise, conseil pour soit commencer leur carrière ou autre qui te vient en tête? Ce que je dirais, le premier, c'est de s'impliquer, évidemment, parce que je suis un exemple des ressources disponibles à HEC puis ce que ça peut donner comme formation. Moi, je dirais qu'il y a quand même une majorité de mon travail aujourd'hui. Toute cette formation-là, je la dois aux activités à l'extérieur des cours. Oui, les cours m'ont apporté, c'est indéniable, mais il y a une bonne partie de l'apprentissage qui s'est fait à l'extérieur des cours, mais qui sont avec les coachs, que ce soit avec les différentes ressources qui sont disponibles. Puis un autre élément, c'est, je dirais, de ne pas avoir peur de s'impliquer, mais que peu importe que ce soit rémunéré ou non. Si je peux mettre une petite parenthèse, là, quand ma première année, je voulais absolument avoir un stage en marketing. Puis j'ai eu un stage bénévole. Donc là, j'ai beaucoup d'amis qui ont ri de moi en disant oui, on sait bien, tu sais, haha, stage, première année, marketing, c'est pas payé, évidemment. Puis, ultimement, à ma deuxième année, quand j'ai eu mon stage, mon échange à l'hiver, souvent, tu revenais l'été, mais au mois de, un petit peu plus tard, au mois de mai, juin, juillet. Puis souvent, les étudiants avaient de la misère à avoir des stages payants à ce moment-là. Et moi, l'organisation pour laquelle j'avais eu un stage bénévole l'année d'avant m'a offert un stage payant cette année-là. Donc là, déjà là, j'avais un stage payant alors que plusieurs étudiants peinaient à se trouver un stage. Puis à ma troisième année, pour mon stage de fin d'année, j'ai été sélectionnée, puis j'ai été allée revoir l'employeur en disant « Pourquoi vous m'avez sélectionnée? » Puis il m'avait dit « Mais tu as juste plus d'expérience que les autres personnes. » Donc, ultimement, tout ça est revenu parce qu'à ma première année, j'ai accepté de faire un stage bénévole, mais ultimement, les 2 autres années d'après, ça a été payant parce que j'ai trouvé des emplois, parce que j'avais l'expérience, parce que j'avais plus d'expérience en marketing pour le stage en question. Donc, je dirais de ne pas avoir peur, même si tu as l'impression que bénévole, c'est pas toujours intéressant, c'est toujours gagnant pour ta formation personnelle. Le deuxième point, ce serait d'être curieux. J'ai l'impression que les études, c'est là pour tester. C'est là pour voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc, de ne pas hésiter à t'impliquer, même si tu n'es pas sûr, parce que déjà, de savoir ce que tu n'aimes pas,
c'est un pas dans la bonne direction. Pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quel type de carrière qui t'intéresse. Dans mes premiers stages, j'étais sûre que je voulais aller en événementiel. Donc, mes premiers stages, c'était que là-dedans. Puis, ultimement, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres éléments qui m'intéressaient plus. Donc, même à travers mon bac, j'ai testé plusieurs éléments. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de voir un peu l'école comme un terrain de jeu, une période de test, à savoir qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me rejoint plus. Et c'est ça. Ouais. Ben, merci énormément, Marianne. Merci pour ton temps, pour la générosité de tes propos. Puis c'était vraiment agréable. Merci énormément. Merci à vous deux. C'est vraiment super plaisant. J'ai adoré vous parler.